Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Laurent Touzeau, cinéaste animalier. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons aujourd'hui parler avant tout de la nature puisque c'est l'essence même de ton activité et que tu en sais beaucoup à son sujet. Nous allons également discuter de la relation que l'on entretient avec elle, la nature, mais aussi du changement de paradigme, parce que tu l'incarnes par ton extraordinaire parcours. Alors pour commencer, Laurent, peux-tu nous parler de ton activité de cinéaste animalier? En quoi consiste-t-elle? Bonjour Benjamin. Eh bien, en quoi ça consiste? Par quoi je vais pouvoir commencer? Euh, c'est d'abord pour moi, je pense, un prétexte pour être avec la nature, la voir vivre, évoluer et comprendre en étant dans la situation. Et donc du coup, les heures d'affût que je passe dans un endroit que j'ai choisi en fonction de tout un tas de critères qui sont le cadre, la lumière, l'endroit de passage des animaux. Pas tant ce que je voudrais filmer, mais plutôt un milieu dans lequel je suis inspiré, que je trouve inspirant. Euh, et ça me permet d'être effectivement, quand on est 5 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures à l'affût, il peut y avoir des moments de solitude, mais en fait, il n'y en a jamais. Puisque l'objectif n'est pas de filmer soit le passage du renard ou du chevreuil, c'est surtout d'être et d'être surpris par ce qui va se passer. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je pars avec une intention ou pas. Souvent d'ailleurs, quand je pars au petit matin, donc ça déjà c'est super agréable de partir avant le lever du jour, et c'est souvent cette phrase qui me revient, c'est: qu'est-ce que la nature va me proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir? Et effectivement, je ramène des scènes que j'aurais jamais imaginées. Donc c'est plus une façon d'être, et d'être à l'écoute dans un environnement qui va bouger au gré de la journée. La lumière va bouger. J'ai souvent remarqué ça aux premières heures. Bon, je me dis, c'est pas joué, il va pas se passer grand-chose. Et puis je me rends compte qu'au bout d'une heure, j'ai déjà fait 20 minutes d'image, parce que le paysage s'ouvre et s'offre à toute personne qui se met en disposition de, et qui laisse ce fondu enchaîné opérer. Ce que j'entends par fondu enchaîné, c'est laisser toutes nos demandes, nos envies, euh, les laisser se diluer dans l'environnement, et finalement on se fond. Et c'est là que bien souvent, en même temps je retiens que les bons moments, bien souvent il se passe ce que j'appelle la synchronicité des rencontres. Euh, Par exemple, ça fait une heure que je suis là, et qu'il devrait y avoir un chevreuil, un renard qui doit passer parce que je suis sur son trajet, et puis il se passe rien. Alors je me dis, bon tiens, je vais allumer la caméra et puis je vais faire les réglages lumière. Et au moment où j'allume la caméra, l'animal est là. Et ça, c'est surprenant. Ça arrive une fois, on se dit, bon, c'est le hasard. Deux fois, ah, vraiment. Puis trois fois, puis quatre fois. Et là, on est forcé de constater que on est en synchronicité, on est en vibration sur la même note, quoi, finalement. Et, euh, et ça, c'est vraiment terriblement agréable. Et du coup, comment, euh, comment restituer ça en image? Comment restituer tous ces moments que la nature te propose? C'est tout l'intérêt du spectacle que je suis en train de monter, qui s'appellera Exuvie, et qui nous amène au changement de paradigme. Donc voilà, grosso modo, l'intention que j'ai quand je suis en situation de tenter de capter la nature.
J'aimerais maintenant parler avec toi du fameux changement de paradigme qui sera illustré dans ton futur spectacle Exuvie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours et de comment tu es arrivé à ce changement de paradigme? Oui, effectivement, le parcours a commencé, enfin je me rends compte aujourd'hui, a posteriori, ça a commencé, j'ai 3 ans, il y a un hibou qui ulule juste devant ma fenêtre, ça me fait peur. Mon père intervient puisque je pleure et je lui dis, voilà, c'est ce cri de hibou. Ouhou, ouhou. Quand on a 3 ans, ça peut ne pas être rassurant. Et mon père de me dire, bouge pas, je vais m'occuper de ça. 5 minutes après, POW, coup de fusil et plus de hibou. L'affaire était réglée. Bon, donc du coup, moi je reçois comme message, bon, il y a un truc qui te fait peur que tu connais pas, tu le flingues et puis l'affaire est réglée. Bon, je résume, hein, mais c'est un petit peu ça le truc. Et j'ai toujours cette photo d'ailleurs, où le lendemain, ma mère fait la photo de moi, 3 ans, avec un 22 long rifle, un fusil 22 long rifle à la main, qui est plus grand que moi, et le hibou qui est au sol. Blam. Ça, c'est le début. Et puis, on est quand même dans les années 60-70, donc la photo animalière, elle n'est pas à la portée de n'importe qui, il faut avoir du matériel, la vidéo, on n'en parle même pas. Donc du coup, pour moi, le moyen le plus évident de découvrir la nature, dans le paradigme dans lequel je suis, c'est le piégeage, c'est attraper les animaux, donc c'est les collets, c'est les pièges à mâchoire. Mais à chaque fois, ça foire. Quand je mets un collet pour un lapin, j'attrape un hérisson. Quand je mets un piège à mâchoire pour un renard, j'attrape mon chat. Donc ça foire à chaque fois. Et donc je me dis, bon, ben, je vais passer mon permis de chasse. Parce que dans le permis de chasse, il y avait la validation de connaissances faunistiques et animalières. Donc je savais reconnaître des animaux, un sanglier d'un être humain. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu basique hein, quand même les questions. Et du coup, bah, je suis content, j'ai mon fusil, je vais pouvoir aller tuer des animaux. L'idée, en fait, elle n'est pas de tuer les animaux, mais elle est d'aller à la rencontre de la nature. Mais à ce moment-là, dans les années 70, tous les gens que j'ai autour de moi, ils sont chasseurs, ils ne sont pas photographes animaliers, ils ne sont pas cinéastes. Et il n'y a pas cette dimension-là. Donc, j'y vais. Et puis un jour, il y a un lapin qui court dans une prairie. Il court vers moi parce qu'il ne me voit pas, les hautes herbes. Et donc je vois ce lapin qui court vers moi. Bon, je tire et je le tue. Et là, je me dis, toujours cette petite voix qui me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis à l'âge de 12 ans, on m'offre un appareil photo à Noël. Et là, je trouve un moyen d'être avec le monde. Il faut savoir que je suis un grand timide. C'est pour ça que je me réfugie plus facilement dans la nature que parmi les êtres humains, où j'ai beaucoup de mal avec l'être humain. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Introverti, timide. Et grâce à l'appareil photo, bah justement, je vais pouvoir aller changer finalement de mon fusil d'épaule. Et puis, bon, les premières photos évidemment ne sont pas concluantes, mais ça m'intéresse. Et là, mes parents, trop contents de se rendre compte qu'il y avait enfin un sujet qui m'intéressait, qui était la photo. Il se trouve que il y a un photographe dans la famille, et puis bah, il m'achète un matériel d'occasion. Mon père fabrique un labo, et donc je commence à faire mes photos, à les développer. Et c'est comme ça que le changement de paradigme s'est opéré. Donc je suis parti de la chasse pour arriver à la photographie animalière. C'est comme ça que ce changement de paradigme a pu opérer en moi. J'aimerais revenir avec toi tu parlais de ce lapin et de cette première chasse, et tu parlais aussi de cette petite voix que tu as entendue à l'intérieur de toi. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que tu l'as ressenti, si c'était plutôt au niveau du ressenti, si c'était des pensées, qu'est-ce que ça fait et comment tu sens que t'es pas à ta place en fait à ce moment-là. J'ai envie de dire que c'est simple, peut-être moins à expliquer, mais tout acte qu'on fait, je pense, dans la vie, on sait si on est honnête vis-à-vis de soi-même, si on est juste ou pas. Si on ment, on peut mentir, c'est pas forcément, ça peut être pour protéger des gens, ça peut être, euh,
Mais il y a un moment où ça sonne faux. Et alors c'est un mélange effectivement entre la petite voix qui te dit mais pourquoi t'as tué ce lapin? C'est tellement facile, il est là en train de vivre et toi, blam, tu le descends comme ça. C'est un mélange entre la petite voix, un ressenti, mais une chose est sûre, et ça me poursuit encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis du temps à, à enfin écouter et à travailler, c'est que moi j'en suis convaincu, quand on est dans sa vérité, dans sa justesse, on le ressent. On a les cellules qui vibrent. Il suffit juste d'être honnête vis-à-vis de soi. Et j'ai coupé cette petite voix parce que c'était trop. J'étais à côté de mes pompes parce que j'avais envie, en étant un grand timide, j'avais envie d'avoir des copains, de partager des projets, des idées communes. Mais les copains, ils me parlaient d'un film que je n'avais pas vu, puisqu'on n'avait pas la télé à la maison. Ils me parlaient de foot, ça ne m'a jamais branché. De course automobile, ça ne m'a jamais branché. Et donc, de fait, j'étais déconnecté des autres. Et j'écoutais pas, finalement, ma différence, ce que j'étais. Parce qu'en même temps, avec qui je pouvais échanger sur la faune, la flore, la photo à cette époque, toujours pareil. Donc toujours cette idée de vouloir rejoindre le groupe. On est quand même des animaux grégaires et on est fait pour vivre avec les autres. Mais quand les autres sont pas du tout dans ta tessiture, dans ta couleur, dans ce que tu es, bah, tu te dis, bah, c'est pas grave, je vais quand même être avec les autres. Et du coup, voilà, bon, j'ai fait tout un tas de trucs, pas forcément judicieux, mais à un moment, ça m'a rattrapé, en tout cas, parce que j'ai longtemps pas été fier de moi, mais je faisais avec. Puis à un moment, dans ma vie, je me suis dit, quand on a des enfants, ne pas être fier de soi et être à côté de ses pompes quand ça n'implique que soi, bon. Mais du coup, quand tu as tes enfants, et là tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de leur raconter là? C'est pas possible, quoi. On peut plus raconter de bobards à des enfants qui sont là, les yeux émerveillés sur le monde et qui prennent la parole de l'adulte comme étant une base, une référence. C'est là que la dissonance est intervenue et que je me suis dit non, c'est pas possible. Et la nature, en ça, m'a considérablement relié finalement aux hommes. Et puis les mentalités ont changé. Aujourd'hui, en 2020, parler de changement de paradigme, de chamanisme, d'énergéticien, de l'âme, c'est quasi devenu commun. Dans les années 70, non, c'était pas du tout ça. Donc j'étais sans doute un petit peu en avance et j'ai pas fait les rencontres qui auraient pu me conforter dans cette où je suis passé à côté. Ça doit plutôt être ça d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais voilà. Si, complètement. Et j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport à l'enfance et cette période finalement critique où on définit son rapport à la nature, qui était, comme tu le disais, dans les années 70, 80 ou même avant, ça doit remonter à la nuit des temps, cette approche de survie, de chasse, se nourrir. Et aujourd'hui, on voit que on a l'impression de voir que ce regard-là est en train de changer, notamment autour de la chasse et la préservation de la nature, qui aujourd'hui est de plus en plus commune par les médias, par tout ça. Et toi qui es très très souvent, quotidiennement en pleine nature, est-ce que tu pourrais nous parler finalement de ton regard là-dessus, sur la préservation de la nature et sur ce que tu as observé toi de ton point de vue en pleine nature, quotidiennement, les changements qu'il y a eu ces dernières années en termes de biodiversité? Bah oui, là tu touches ma souffrance. Effectivement, dans les années 60, 70, j'habitais à la campagne, j'emmenais mes frères et sœurs, je les perdais complètement à 300 mètres de la maison. On prenait un chemin creux, on piquait à droite, on plongeait dans une haie, on traversait une haie
et on était à l'intérieur de la haie à pique-niquer. L'agriculteur était avec son tracteur, il passait devant, il ne nous voyait pas. La haie elle faisait 6 mètres de large, 6 mètres de haut, et c'était des mini-forêts protectrices. Aujourd'hui, quand je retourne chez mes parents, j'ai un champ de vision qui porte à 2 km. Il n'y a pas un arbre entre les deux. On est passé de 300 mètres à 2 km. Et ça m'en donne la chair de poule d'en reparler, puisque c'est vraiment ma blessure, c'est de voir cet acharnement sur l'environnement, ce massacre, cette guerre, sous de fallacieux prétextes de nourrir la terre, nourrir les gens. C'est pas en arrachant et en détruisant le vivant qu'on va nourrir les gens. On va plutôt nourrir quelques lobbies et quelques vendeurs de semences, quelques fabricants de tracteurs et machines, ça c'est sûr. Et d'ailleurs aujourd'hui je peux juste pas être contredit là-dessus. Quand on voit l'état critique des agriculteurs aujourd'hui, quand on voit la qualité de nourriture, enfin j'ai envie de dire la non-qualité de nourriture, tout s'est écroulé. La biodiversité, les dernières études nous montrent qu'on a perdu 70% de notre faune, insectes, oiseaux en 20 ans, 70%, je ne sais pas si on se rend compte. Non, je ne crois pas qu'on se rende compte, parce que tant qu'il y a des barquettes de nourriture dans les grandes surfaces, ça va à peu près. Donc moi je suis effectivement au premier plan de voir et c'est pas juste une dégradation de la nature, c'est la dégradation de notre nature. Je vois l'être humain se détruire, dans une course folle, suivre des idées qui ne sont pas les siennes, pour des idées complètement versatiles, complètement économiques, bassement financières. Et le genre humain, à mon avis, s'il continue sur cette voie, est tenté à disparaître. Et c'est là que je trouve ça dommageable, puisqu'on pourrait vraiment, avec toutes les connaissances et compétences qu'on a aujourd'hui, être des êtres de lumière. Mais non, on est dans le côté sombre, détruire, avoir toujours plus, écraser la gueule de l'autre pour lui marcher sur la tête et exister. Souvent on dit la loi de la jungle, mais la loi de la jungle, c'est pas des meurtriers, des assassins. On n'a jamais vu une tribu d'animaux aller éradiquer une autre tribu d'animal pour avoir son territoire. Ils défendent leur territoire, mais les animaux qui s'entretuent, c'est très 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 rare. Moi je n'ai vu que des animaux défendre leur territoire, se nourrir des uns et des autres, et participer à une biodiversité et à une vie folle, luxuriante. L'être humain est vraiment la gangrène et le cancer de la planète, ça c'est sûr, alors qu'il a le moyen d'être extraordinairement beau et merveilleux. Il n'y a qu'à regarder tout ce qui est du spectacle vivant. Un être humain est capable de créer des beautés incroyables, et de l'autre, il est capable de se trucider. Et je regarde ça comme un extraterrestre que je suis, en me disant, mais pourquoi ? Peut-être justement parce qu'on s'est beaucoup trop éloigné de la nature et qu'on l'appréhende de manière totalement différente, et qu'on se sent vraiment détaché d'elle, on se sent plus relié à elle, et donc du coup on se permet de faire plein de choses sans avoir conscience réellement de ce que l'on fait. Et puis c'est peut-être ça finalement, cet oubli de nos propres racines, qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. Et pour revenir sur ce que tu disais, qu'est-ce que tu vois toi de tes propres yeux? Par exemple, j'ai en tête des images que tu m'as montrées lors d'un hiver très très rigoureux en Vendée, là où tu récoltes la plupart de tes images. Et tu as eu à ce moment-là l'opportunité de voir la nature, ou la tristesse, je ne sais pas si c'est le bon terme, de voir la nature dans sa plus grande vulnérabilité, avec des températures assez extrêmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, et de ce que tu as vu, et, et finalement nous parler un peu plus de la vulnérabilité du vivant, et comment est-ce qu'on peut l'aider à s'épanouir? Très bonne question, parce que le vivant et la nature ne sont pas vulnérables. Nous les avons rendus vulnérables. Cette scène dont tu parles, effectivement, on est en 92, je crois, 2012. Il fait moins 15, moins 17 la journée, et à un moment, je suis sur un ressenti de moins 25.
franchement, là, il fait pas chaud. Et autour de moi, les animaux meurent. Je sors de mon affût et j'ai un couple de bergeronnettes derrière moi qui est mort de froid. J'ai un vanneau huppé qui est mort, un pivert qui est mort, pie, merle. Tout ça en l'espace de 2 heures. Je vois tous ces animaux morts. Alors évidemment, on pourrait dire, le froid les a tués. Le froid a tué les SDF. La route a tué les gens. Mais la route n'a jamais tué personne, le froid n'a pas tué des SDF. C'est le manque d'habitat, le manque de protection. Moi, je suis dans ma maison chauffée, il peut faire -15, tout va bien. Par contre, si on me met dehors et qu'on me prive de mon habitat et de mon environnement, ça c'est sûr, je vais mourir de froid. Les Inuits, ils vivent par -40, tout va bien. On a privé les animaux de leur environnement, donc ils sont rendus complètement vulnérables et ils en meurent. L'environnement n'a rien à voir dans l'histoire là-dedans. Après, évidemment, que ce soit les sécheresses, les tempêtes ou le froid, va participer à éliminer une part d'individus. Alors on pourrait dire, oh c'est horrible tous ces animaux qui meurent. C'est ce qui fait que, avant que l'homme intervienne, il y a une comment dire, un équilibre qui existe. Et quand il y a trop d'animaux, il y a soit une vague de maladie, soit une vague de froid. Et ça va contribuer à, pour ceux qui résistent, à les rendre d'autant plus résistants et donc à avoir une génération d'animaux adaptés. C'est ce qui marche parfaitement pour les animaux, les oiseaux migrateurs, par exemple les cigognes. Les cigognes sont en train de moins en moins migrer parce que le réchauffement climatique fait qu'elles peuvent trouver leur nourriture tout au long de l'année. Et la migration permettait de ne garder que les plus forts et donc d'avoir des animaux qui pouvaient résister à tous les aléas climatiques. Donc une fois de plus, quand je vois ces animaux mourir, je ne mets pas ça sur le dos du froid, mais sur le manque d'environnement. Je parlais de la haie tout à l'heure, dans laquelle je pouvais me planquer avec mes frères et sœurs, et aujourd'hui les haies, elles font 20 cm de haut, 10 de large, et tu traverses ta main. Qu'est-ce que c'est ? C'est plus des haies. Les gens pensent que, aussi il y a des haies. Non, ça c'est pas une haie, ça c'est un ersatz de haies, c'est juste de la bouffonnerie, c'est du rien. Donc oui, évidemment, je suis effectivement très, énervé, remonté, parce qu'on nous coupe les ailes, quoi, forcément, au détriment d'une poignée d'individus pour qui ça profite. Il faut savoir qu'un milieu, pour qu'il trouve son équilibre, il lui faut entre 300 et 500 ans. Une forêt qu'on laisserait complètement se développer, pour qu'elle arrive à un équilibre, alors elle va passer par tout un tas de stades, il faut 500 ans. L'espérance d'un être humain, une génération, c'est plutôt une 50aine d'années. Et donc l'être humain, lui, il veut planter un arbre, manger les fruits, couper l'arbre, se chauffer avec et gagner de l'argent. Tout ça en 50 ans. Non. On est sur un cycle frénétique qui est le nôtre, parce qu'on vit trop courtement et on veut tout de suite. Et la nature, elle, a un rythme beaucoup plus lent. Et on la prive de ce développement. Une forêt primaire ne brûle pas. Alors une forêt primaire, ça fait rêver, mais quand on est dedans, c'est obscur, on ne voit pas le ciel, c'est sombre, taux d'humidité extraordinaire, ce qui fait qu'elle ne va pas brûler. Alors évidemment, le citadin qui veut se promener, il ne voit pas le ciel. Et l'ONF, c'est ce qu'ils font très bien. Alors on va couper les arbres parce que ça les empêche de pousser. De quoi je me mêle ? Si la forêt avait besoin de nous, si l'environnement avait besoin de nous pour être bien, ça se saurait. C'est pas eux qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. Donc on a complètement inversé le système. Donc une forêt luxuriante et équilibrée et autonome, elle est peut-être un peu loin de ce qu'on peut voir quand on regarde un reportage à la télé. On peut se promener dans une belle forêt, ramasser 3 champignons, les oiseaux chantent, on regarde les feuilles voler, le ciel, les nuages. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Peut-être que justement, pour aider la nature à se reconstruire, il faudrait peut-être juste lui foutre la paix, si on peut dire ça, de finalement laisser des espaces où on ne touche plus la nature pour qu'elle-même, parce qu'elle s'épanouit très bien elle-même finalement. Donc je pense aussi à d'autres choses que tu m'as apprises lorsqu'on a eu l'occasion de faire des balades en nature commune. Je repense notamment à un cours d'eau, au bord d'un cours d'eau où on était. Et à un moment, on pouvait sentir une odeur très forte, comme une odeur d'œuf pourri, une odeur de lessive.
et une odeur très prenante au niveau du nez et une odeur chimique. Et, et j'ai vraiment appris quelque chose ce jour-là et j'avais pas conscience qu'en fait on dégradait tant notre environnement jusqu'à en arriver à des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que c'est et de ce phénomène-là finalement je crois que ça s'appelle l'eutrophisation. Je reviendrai bien sur ta toute première question qui était... Ah oui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on lui lâche la grappe à la nature pour qu'elle redécouvre sa véritable nature et qu'elle soit ça, tu vois, c'est une métaphore parfaite qu'on peut adapter à l'être humain. L'être humain, si on le laissait écouter sa petite voix, être en situation de décider ce qui est bien pour lui, en toute conscience, je pense que effectivement, on arriverait à beaucoup plus de justesse. Mais non. À l'école dernièrement, il disait de ma fille, elle est bonne que dans les cours qu'elle aime bien. Ben oui, ça me semblait complètement évident, mais il faut qu'elle soit bonne dans tous les domaines. Et donc du coup, les enfants, c'est un petit peu comme des cerfs-volants, mais il y a une ficelle et puis on tire sur la ficelle. Il ne faut pas que le cerf-volant il s'envole trop loin. Il manquerait plus que l'être humain se réapproprie sa vie et décide de son chemin. Là aussi, ça ne sert pas les dessins de lobby derrière qui sont plus intéressés à ce qu'on soit finalement de la chair à entreprise, qu'on ne pense pas, d'où la musique en permanence. Quand tu es dans un magasin que tu veux acheter quelque chose, la musique est là. Donc ton cerveau, il est jamais au repos. Jamais il peut communiquer avec toi et te dire « Ah oui, cette couleur, ce tissu est intéressant parce que tu as la musique qui est là, qui stimule. » Et puis le vendeur qui arrive « Vous avez besoin de quelque chose ?» Bah oui, si je suis dans le magasin, c'est que sans doute j'ai besoin de quelque chose. Donc jamais on laisse les cerveaux en paix, réfléchir, écouter. Alors là, on est complètement responsable de ça. Quand on est dans sa voiture, on peut aussi profiter du fait qu'on est presque sur un vaisseau spatial, un tapis volant, et qu'on parcourt la campagne, qu'on regarde les oiseaux s'envoler, qu'on regarde les prairies grandir, et qu'on laisse son cerveau être, et à partir de là, écouter sa véritable petite voix. Et pour en revenir sur les odeurs, parce qu'effectivement, le cinéaste animalier, c'est sans doute le premier sens qui marche, l'odeur. L'odeur du renard, l'odeur des traces, l'odeur des champignons. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce que la semaine dernière, en ce moment, on se prend pas mal de pluie sur la tête. Et j'étais sur les bords de la Maine. Et donc, il y avait... en ce moment, c'est excellent, parce qu'il y a tous les chevelus qui sont éveillés. Le chevelu, c'est tous ces petits réseaux d'eau qui n'existent que l'hiver. Le reste du temps, on a des ruisseaux, des rivières et des... Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Et des fleuves, merci. Et quand il pleut beaucoup, plein de petits nouveaux réseaux d'eau, qu'on appelle des chevelus, existent. Et là, la balade que j'ai faite, là, je trouve même pas les mots, tellement c'était horrible. Ce n'était plus des petits ruisseaux caracolant de coteau en coteau pour aller rejoindre les ruisseaux. Ce n'était que des égouts à ciel ouvert avec les papiers, l'odeur de la station d'épuration quand on s'en approche, parce que tout avait débordé, et en débordant avait entraîné tous nos déchets. Et là, je voyais et je sentais la noirceur, la saloperie de nos déchets humains. Je me le prenais en pleine tête. Et ça, dans les années 70-80, non, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un arbre, on voit 2 kilomètres, et quand il se met à pleuvoir et que les ruisseaux réexistent, ce sont des égouts qui circulent. Donc évidemment, c'est catastrophique. L'eutrophisation est un autre phénomène que la planète d'ailleurs a connu. Aujourd'hui, on l'appelle la planète bleue, mais ça a été la planète verte pendant un moment. Le phénomène d'eutrophisation, c'est quand l'eau ne circule plus, donc elle n'est plus oxygénée. Il fait très très chaud, et là, les cyanobactéries à l'intérieur, qui sont
des cyanobactéries naturelles vont se développer et donnent à l'eau des teintes, on pourrait dire presque de peinture, à tel point que bon nombre de riverains appellent les élus en disant ah bah là, qu'est-ce qui se passe dans la rivière? On a déversé de la peinture verte, jaune, bleue. Alors ça fait des très 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 jolis tableaux. C'est juste un processus naturel qui est exagéré par les phosphates qui sont aussi dans la rivière. Mais il y a eu une époque de la planète où ce n'était pas une belle mer bleue, mais ce n'était que des cyanobactéries qui peuplaient la planète. Donc naturel, oui et non. Par contre, juste éviter de se baigner dans ces eaux-là, parce que les cyanobactéries sont très dangereuses, doivent causer la mort d'une dizaine de personnes par an quand même. Il suffit qu'on les traverse avec une blessure, que ça rentre dans notre corps, et ces cyanobactéries sont évidemment mortelles pour nous. Donc voilà le distinguo entre cette odeur, effectivement, on l'a senti, hein, de nos résultats et c'est malheureux de voir. Enfin, je pense qu'on peut jauger d'une société ou d'une humanité à comment elle traite son eau. Et là, on est constitué à 65-75% d'eau. Sans eau, pas de vie. Ben, on pisse, on chie, on balance nos papiers, nos déchets. C'est des égouts. On a transformé la vie en égouts. C'est hallucinant. Mais en même temps, rien de grave. Il suffit que j'aille à Hyper U, puis je vais acheter une bouteille d'eau qui arrive du Groenland, dans un super beau coffret, tout bleu, merveilleux. C'est d'un cynisme hallucinant. Oui, pour revenir sur les... Je suis allé un peu vite, mais pour revenir un peu sur ces odeurs, en fait, c'était lié au phosphate, au nitrate, etc., qu'on retrouve dans les rivières, du fait des grandes pluies et des champs qu'on sulfate, hein. Et donc, voilà, c'était là-dessus ce sur quoi je revenais. Et quand je t'entends, c'est vrai que je ressens évidemment beaucoup de colère, d'incompréhension de l'espèce humaine de faire tant de choses à l'encontre de la nature, à l'encontre du vivant. Et justement, c'est une question que je me pose, c'est comment est-ce que toi tu fais? Parce que aujourd'hui, quand on se balade en pleine nature, on est vraiment entre, entre la beauté et la contemplation. Quand on est face à un superbe décor, quand on rencontre un animal, c'est un moment vraiment assez incroyable. Et en même temps, on voit aussi les traces d'un autre animal beaucoup moins très très sauvage qui est l'être humain. On voit beaucoup de choses et qui font mal au cœur. Donc c'est, c'est vraiment un équilibre. Comment dire, on voit vraiment les deux opposés à la fois en même temps. Et comment tu gères ça et comment est-ce que tu vis ça entre la colère et la jouissance de la contemplation de la nature. Et oui, trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Euh, Quand tu disais on dégrade et on massacre la nature, c'est notre véritable nature qu'on dégrade. On ne supporterait pas de pisser le long des murs de chez soi, d'avoir les toilettes à côté du poêle et de nettoyer la table en balançant tout par terre, et que ce soit un dépotoir. On ne le supporterait pas dans notre maison, mais on le fait parfaitement à l'extérieur. Balancer les sacs de McDo par la fenêtre, le cendrier, les papiers. Tant qu'on n'a pas considéré que la planète sur laquelle on vivait était notre maison à tous, bah évidemment, on va pas changer, on va pas changer ce paradigme-là. J'adore quand je suis à l'affût le zéro trace. Donc, bah, je bois pas de café parce que je peux pas pisser non plus, je peux pas sortir de l'affût. J'emmène des noisettes, du raisin parce qu'il n'y a pas de papier. Et j'aime cette idée d'arriver, de repartir en me disant, waouh, zéro trace. Et je suis rentré comme si je rentrais chez quelqu'un, que je l'observais, que je prenais un moment avec lui, puis que je repartais. Personne ne va se mettre à pisser le long des murs chez le voisin, ou jeter son cendrier en disant bah, tiens, puisque j'arrive chez toi, tiens, je balance le cendrier. Ça fait rire tout le monde, là, ce que je dis. Et c'est pourtant ce que l'on fait. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Alors, tu me demandes comment je fais pour vivre. Et bah du coup, je me suis considérablement arrêté de filmer effectivement la nature autour de chez moi
parce qu'elle n'est plus, et que j'ai plus envie ça devient effectivement très compliqué. J'ai l'impression là pour le coup de me mentir à moi et de mentir à la nature. Imagine, je vais filmer toutes ces belles scènes. Alors c'est ce que j'ai fait pendant 7 ans sur les bords de Sèvres. Ça va donner effectivement ce spectacle Exuvie dans lequel je vais effectivement parler de tout ça. Mais aujourd'hui, je me vois pas d'aller filmer ça puis dire regardez, c'est merveilleux cette nature protégée. Non, j'ai pas envie de dire regardez, c'est pas merveilleux du tout cette nature attaquée. Non. Donc du coup, alors il y a les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés de guerre, et il va y avoir les réfugiés naturalistes. J'ai plutôt envie d'aller dans des zones, dans des endroits de France ou d'ailleurs, où cet environnement sera encore protégé et préservé par les gens qui y vivent. Et là, ça me permettra d'avoir vraiment des comportements, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment par-dessus tout. Je filme pas une mésange juste en train de manger en disant vous avez vu une belle mésange qui mange. J'aime raconter des histoires, qu'on puisse les voir dans leur souffrance l'hiver, dans toutes les strates. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir des comportements, pas des instantanés, pas juste des photos. Alors, j'entends très bien pour me dire bah oui, mais alors si tu défends plus l'endroit dans lequel tu es, alors tout est foutu. Il y a des endroits sur lesquels c'est plus difficile de défendre ce genre de choses. Quand dans ton village ou ta ville, tu es le seul à porter ce regard et qu'autour, il n'y a que de l'agriculture intensive et des chasseurs qui ne veulent pas bouger, tu fais rien bouger. Tu es en opposition et tu fais rien bouger non plus. Donc c'est une situation effectivement très délicate, d'où ce spectacle qui ne sera pas un documentaire ou un film animalier. Justement, pourquoi spectacle? Parce qu'il va y avoir un musicien sur scène. Il va y avoir des séquences qui seront projetées sur un grand écran et moi qui vais jouer un petit peu ce fil rouge. Donc c'est pas une conférence, j'ai pas trouvé d'autre nom que spectacle. Une autre forme pour raconter les choses, je crois beaucoup, seul le beau sauvera le monde, mais je crois aussi à tous ceux qui s'engagent et qui ont aussi des actions plus militantes. J'ai souvent réfléchi à la question de quel camp j'étais, et pour mon intégrité mentale et pour mes futurs ulcères, je vais vraiment prôner la défense du vivant, du beau, parce que c'est là que toutes mes antennes vibrent, c'est dans ces moments-là que ça fonctionne. Donc c'est plutôt sur ce chemin que je vais partir, mais j'ai des amis qui sont pas du tout sur ce même chemin, qui sont beaucoup plus violents peut-être entre guillemets. Je respecte complètement, je crois que aujourd'hui, on peut faire le grand écart entre les black box et black box, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, enfin vous voyez à qui je veux faire allusion, et Pierre Rabhi. Et je pense que les deux ont leur part de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, il y a sa vérité trouvée dans laquelle tessiture on est le mieux, et servir au mieux soi et les autres. Donc si ça passe par jeter des ganivelles par-dessus le trottoir, pourquoi pas s'exprimer de la sorte. Et si ça passe par magnifier la nature et donner de l'inspiration et de la respiration à ses contemporains, c'est aussi très très bien. En tout cas, moi je m'inscris clairement de plus en plus dans cette voie-là. J'aurais pu basculer du côté obscur. On a tous cette part effectivement d'ombre. On est des êtres humains avec tous nos anachronismes et toutes nos différences. Et le but du jeu, je pense que c'est de véritablement se réapproprier sa véritable nature en se défaisant de tous les dogmes, éducations qu'on nous a injectés, et trouver sa véritable voie. Aux deux sens du terme, vous l'écrivez des deux manières, ça marche aussi. Tu parlais à l'instant du beau. Euh, peut-être qu'elle est là la clé finalement de changer son regard sur la nature et de se rendre compte qu'en fait, quand quelque chose est beau, on n'a pas envie de le détruire. En fait, je pense que tous ces actes dont tu parles
et on sent ta colère qui est tout à fait légitime. Et moi aussi, je sens la même chose au fond de moi quand je vois toutes ces choses dans la nature qui sont inhumaines. Et, euh, et c'est vrai que finalement, ce changement de regard, il pourrait peut-être être la clé, et c'est peut-être le. Je crois que c'est vraiment le fond de ce que tu vas apporter dans ton spectacle Exuvie. Alors, Exuvie, est-ce que tu peux nous, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer à quoi fait référence le terme Exuvie? Alors Exuvie, c'est la résultante oui, de presque toute ma vie. C'est Hervé Leroc, programmateur à Télé Vendée, qui me disait un jour, le film que tu fais sur la Sèvre, c'est le film de ta vie. Puis sur le moment, je me suis dit, bah, j'espère bien que ce ne sera pas le film de ma vie, que je vais en faire d'autres. Et en fait, il avait pas loin d'avoir raison. Euh, Par quel bout prendre le truc? Parce qu'Exuvie est un long processus de changement de paradigme de ma part. Et du coup, comment expliquer ça? On a souvent le sentiment qu'on est un raté parce qu'on n'a pas gagné sa vie, parce qu'on n'est pas reconnu dans le milieu de la profession. Donc on est plus souvent attaché à ce qui n'a pas marché dans sa vie, à ses tares, à ses lacunes, qu'à ce qu'on a. Et en fait, à un moment, j'ai regardé un peu ce que j'avais fait et surtout ce que mes images faisaient à ceux qui les regardaient. Et là, je me suis dit, ah, effectivement, si, il y a quand même quelque chose. Et donc, de ces 7 ans de tournage sur la Sèvre, essentiellement, de la source à l'embouchure, de l'embouchure à la source, de la source à l'embouchure, à pied, à cheval, en canoë, en montgolfière, à la nage, dans tous les sens. C'est une rivière que j'ai vraiment embrassée, mais physiquement, au plein sens du terme. Et alors pourquoi j'ai filmé cette rivière? Parce que j'y étais bien, que j'y ai trouvé des rencontres incroyables. Quand tu disais des espèces inhumaines, voire surhumaines, quand on voit l'adaptation de ces animaux, mais vous imaginez quand même, on va prendre un renard tout simplement, vous avez vu la météo qu'il fait. Un renard va passer 7 ans, c'est à peu près son espérance de vie. Il pourrait aller à 15, hein, mais il y a des éléments qui vont venir contrecarrer la vie du renard. Qui font que du 1er janvier au 31 décembre, le renard d'ailleurs comme tous les autres sont dehors, quelque temps qu'il fasse. Et il faut qu'ils se nourrissent tous les jours. Et ils s'en sortent parfaitement, en connaissant parfaitement leur environnement. Et c'est ça, quand on voit juste ça, comment supprimer la vie d'un animal qui arrive à vivre ça. C'est juste pas possible. Il me semble que c'est pas possible. Alors exuvie, le terme d'exuvie, c'est un changement de paradigme et c'est une libellule qui m'a donné la clé sans le savoir. Un jour, je suis sur les bords de Sèvres, ça c'est pas très original, j'y ai passé 7 ans comme je vous l'ai dit, et puis je vois un truc sur, sur une grande feuille, je vois un truc noir et je me dis tiens, c'est quoi ce truc noir? J'ai jamais filmé ça, c'est drôle, ça, qu'est-ce que c'est? Donc je pose la caméra et j'ai 1h15, 1h20 devant moi parce que j'ai un rendez-vous important et je dois partir. Je me dis bon ben voilà, je fais cette scène de ça et puis je m'en vais. Je commence à filmer ce truc et ce truc commence à bouger. Je me dis oh, c'est vivant. Et donc je regarde et ce truc commence à s'ouvrir. Ce truc commence à se déchirer. Et de l'intérieur de ce truc commence à sortir des yeux verts et il y a un corps qui sort de ça. Et là, je me dis, wow, Alien en direct. Et je suis juste en train de découvrir finalement la métamorphose d'une libellule. La libellule va passer 3 ans dans l'eau à manger des larves d'autres libellules, de moustiques. Donc elle est dans l'eau, dans un milieu un petit peu anxiogène, sourd, obscur, plein de turbitudes. Quand on est dans la Sèvre, c'est pas très clair. Et au bout de 3 ans, elle est obligée de sortir de cette larve pour s'envoler vers la lumière et pouvoir se reproduire. Et là, je me dis, mais waouh, ça c'est un changement de paradigme incroyable. On passe de l'eau à l'air, du sombre, de l'ombre à la lumière. Et si l'être humain n'en était pas à ce stade-là,
un changement de paradigme radical. Quitter tout ce qu'on connaît pour accéder à la lumière. Alors les mauvaises langues diraient oui, mais enfin une fois qu'elle a fait ça, elle a une espérance de vie de 6 mois, puis c'est terminé. Bah non, parce que pendant ces 6 mois-là, elle aura rencontré une jante damoiselle et se seront reproduits et ont fait continuer le cycle de vie. Donc l'exuvie, c'est en fait ce qui reste une fois que la libellule est sortie de ce corps. Ça s'appelle une exuvie. Et dans exuvie, je vois vie, je vois exaltation, exulter, je vois tout ça. Et pour moi, l'exuvie, c'est la combinaison parfaite du changement de paradigme. C'est vraiment super, super beau ce que tu dis et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, de ces changements de paradigme dont on parle beaucoup, on a l'impression qu'il y a tout un mouvement qui opère, des transformations qui se font à la fois dans le regard des gens, à chaque fois dans la conscience, dans la compréhension qu'on a du vivant, de nous-mêmes et de nos actions. Et je ne peux m'empêcher de revenir sur un sujet un peu sensible que tu as évoqué juste avant en parlant du renard. Parce que le renard est considéré comme nuisible par certaines personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler, si tu le veux bien, de ta vision de ce qu'on appelle nuisible et que tu nous parles, toi qui es proche des animaux, qui vois et observe très souvent leur comportement, nous expliquer un petit peu nous expliquer ton point de vue autour de cette notion de nuisible sur le terrain. Qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est vraiment quelque chose de nuisible? Voilà. Oh bah là, ça va être simple et court, hein. Le nuisible n'existe pas. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de nuisible. Qui détermine que c'est un nuisible? L'être humain. Pourquoi il le détermine? Pour des intérêts purement personnels. Parce que ça va s'attaquer à des animaux que lui-même chasse. Et puis en le rendant lui nuisible, ça veut dire qu'il faut aller le détruire. Et donc on va pouvoir assouvir ces basses envies de destruction. Je te tue, donc j'ai le pouvoir, donc je suis fort et je suis grand. Je résume. Maintenant, on peut remonter peut-être plus à nos origines, sur le pourquoi du comment. Nos origines, c'est la peur de la nature. C'est pas moi qui le dis, c'est François Terrasson. Et qui nous explique qu'effectivement, on arrive quand même de ces grottes où on a passé un paquet de temps à se faire bouffer par les lions à dents de sabre, par les animaux, où on n'était pas au sommet de la pyramide, mais on était prédatés, on avait des prédateurs au-dessus. Et effectivement, pendant des milliers d'années, notre ADN a enregistré des sons de cris, d'horreur, de souffrance de nos contemporains qui se faisaient dévorer par les animaux. Et on a toujours cette peur de la nature. Et donc on veut s'en affranchir. Quand je fais des sorties nature en pleine nuit pour découvrir les chauves-souris et que je demande de quoi vous avez peur, j'ai toujours à 100% le loup, l'ours, ces animaux-là. On est en Vendée, hein, il n'y a plus de loups. Donc c'est complètement inscrit dans nos gènes. Mais pourquoi moi ça marche pas? Parce que j'ai fait ce pas en avant, j'ai été voir le monde du vivant et surtout je l'ai ressenti dans ma chair parce que quand il fait moins 17, je suis moi aussi à moins 17. Bon, ok, j'ai des chaussures, j'ai une polaire, j'ai un café chaud qui m'attend à l'arrivée dans la maison, d'accord, mais j'aime aussi pouvoir ressentir les morsures ou la chaleur de la nature pour être. Donc cette notion de nuisible n'existe pas, c'est clair. Plutôt que de s'adapter, alors j'entends les gens, ouais, mais alors les renards qui viennent manger les poules dans les poulaillers, mais au secours, on est en 2020, on n'est pas en 1200, c'est le renard qui mange des poules dans le poulailler. Alors ça, moi qu'on puisse croire ça et s'attacher à ça, c'est hallucinant. Combien il y a de centaines, milliers de poules qui sont mangées par les renards en France? J'ai dit centaines, milliers. Maintenant, combien on abat de volailles chaque année parce qu'il y a la grippe qui leur tombe dessus, parce qu'il y a une maladie qu'il faut chaque année flinguer des 30 000, 40 000, 100 000 volailles
pour des raisons sanitaires, mais ça c'est normal, ce sont des raisons sanitaires. Par contre, le renard qui va manger des poules pour se nourrir, ça, c'est juste inadmissible. J'ai un poulailler, mes poules se sont fait manger par une fouine, que j'ai vu parfaitement rentrer dans le poulailler un soir, que je vois encore de temps en temps se balader. Eh bien, en 8 ans de poules, je m'en suis fait manger 3. Je suis super content de savoir que ça a fini dans la gueule de la fouine. Animal extraordinaire. Ça ne me pose strictement aucun problème. En ce moment, elle est plutôt sur les œufs. Bon, elle mange les œufs en ce moment, donc je vois par où elle passe, elle les récupère. Bon, ça va très bien, hein, il n'y a aucun souci. Si demain je devais vraiment survivre grâce aux œufs de mes poules, je mettrais un système de grillage et de protection qui ferait qu'elles ne pourraient pas rentrer. Là, c'est pas très très grave, etc., etc. Donc non, la notion de nuisible, et peut-être que le point d'orgue, tiens, sur la notion de nuisible serait le ragondin. Ah, le ragondin, cette saloperie de bestiole qui va casser les barrages, les rivières, qui va tout détruire. Bon, quand il n'y aura plus que le ragondin qui détruira les rivières. On ne parlait pas des rivières qui sentaient les dégoûts tout à l'heure. Donc le ragondin. Et c'est vrai que le ragondin, ça fait pas rêver. C'est un rat, c'est un ragondin, c'est nul. Sauf que ça n'existe pas, le ragondin. Le myocastor, le castor des marais, oui, lui il existe, c'est son véritable nom. Déjà, castor des marais, on a moins envie de le flinguer, ça fait moins dégueulasse qu'un ragondin. Donc ça c'est aussi étrange, comment on change le nom d'un animal pour le rendre encore plus abject. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il fout en France, le castor des marais? On l'a gentiment importé au 18e, 19e siècle, pour en faire de la fourrure. Et puis ça marchait tellement bien que tous les éleveurs s'y sont mis. Et puis évidemment, plus il y a d'éleveurs, plus les prix baissent. Puis à un moment donné, ils s'en sortaient pas, les éleveurs. Donc ils ont secoué les politiques. Je me rends compte qu'on peut les secouer, il ne se passe pas grand-chose, parce que là, aucune réponse de la part des politiques. Non, on ne viendra pas vous aider. Et puis la menace a été, si on n'a pas des subventions, si vous ne venez pas en aide aux éleveurs de la fourrure du castor des marais, on va les relâcher dans la nature. Oreille sourde des politiques. Ça aussi, c'est pas quelque chose de très nouveau. Bref, les gens ont relâché le castor, qui n'a aucun prédateur. Et aujourd'hui, effectivement, il a envahi, entre guillemets, l'envahisseur, pour moi, n'est pas quand même le castor des marais. Et donc, du coup, c'est super. Il faut l'abattre, il faut le réguler. Et merci, les chasseurs, de quand même nous débarrasser de cette saloperie de bestiole-là. Alors oui, effectivement, il est là, comme l'écrevisse, comme le crapaud, comme le frelon, etc., etc. Mais c'est nous, les principaux responsables. Et maintenant, il va falloir les flinguer ad vitam aeternam parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut plutôt trouver des choses pour faire en sorte que... On n'a jamais fait l'expérience de laisser sur une rivière on va dire 3 km, histoire de voir l'intégralité des myocastors se reproduire, voir ce que ça donne. Moi, je ne connaîtrais pas, j'imagine pas qu'il puisse y avoir sur une rivière de 3 km 300 000 ragondins. Non, je ne crois pas. Ça, il se passerait forcément, la nature s'équilibre, toujours. Donc... on arrive en régulateur pour des intérêts personnels et on élimine pour assouvir nos bas instincts. Donc, il n'y a pas de nuisible. Enfin, si peut-être. On devine très rapidement de qui on parle. Et puis, c'est vrai que finalement, il y a sûrement d'autres moyens de régulation que la chasse qui est... Dès le moment où on sait qu'il y a des intérêts économiques forts dans quelques domaines que ce soit, on sait qu'il y a toujours les mêmes dérives qui arrivent ici ou là. Bref, et j'avais vu récemment, par exemple, qu'en Suisse, il y avait un canton de Genève, il me semble que c'est celui-là, où la chasse a été arrêtée, et puis ça s'est passé aussi bien. Donc il y a peut-être d'autres modèles qui sont possibles, qui ne sont pas bien étudiés pour protéger la nature. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, les modèles, ils existent. Il suffit d'aller sur ma page Facebook pour voir justement cet exemple que j'ai rediffusé dernièrement sur la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone. Eh bien, en réintroduisant les loups, les rivières se sont remises à serpenter et à couler. Comment on en arrive là ?
aller voir le sujet. Les loups sont arrivés, donc ont pu manger plus facilement les cerfs qui, eux, avaient tout ratiboisé. Donc, plus d'arbres sur les berges, donc du coup plus d'obstacles, donc les rivières filaient tout droit. Donc si le loup arrive et qu'il mange les cerfs, ils sont obligés de se réfugier, de monter un peu plus haut. Pendant ce temps-là, la forêt repousse et crée des petits obstacles, de la turbidité, de l'eau qui circule, plus de turbidité justement, de l'eau qui circule, de l'eau vivante, etc. etc. Et à partir du moment où on remet le vivant en place, tout se remet en place. On reparlait du renard nuisible. La maladie de Lyme, j'en reviens encore là-dessus, est en pleine explosion pour différentes raisons, essentiellement effectivement peut-être réchauffement climatique dans la mesure où le tic ou la tique ne va pas pouvoir être éliminé par le froid. Qui est un élément très important de régulateur justement de tous ces acariens et bestioles, fait qu'effectivement leur amplitude de vie est de plus en plus importante. Mais on s'est aussi surtout rendu compte que le tic, il est d'abord sur des campagnols, c'est de là qu'il a plusieurs stades, qui va inoculer la maladie. D'autres tiques vont arriver, vont être porteurs de cette maladie et arriver sur l'homme et la transmettre. Il y a un élément qui pourrait venir empêcher que le mulot serve de porteur, c'est justement le renard. Et on s'est rendu compte que moins il y a de renards, plus il y a de mulots, plus il y a de mulots, plus il y a de tiques, plus il y a de tiques, plus il y a de maladie de Lyme. Encore un point pour la nature. Donc oui. Après, la maladie de Lyme, je vous laisse chercher l'origine et les intérêts financiers qu'une maladie peut rapporter pour une poignée d'individus. Et oui, c'est percutant comme message et d'autant plus d'actualité par rapport à toutes ces choses-là. Je crois qu'on a parlé depuis un bon bout de temps déjà et donc du coup on va terminer sur une dernière question, la petite question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message que tu lui transmettrais? Ça tient en un seul mot, amour. Un message d'amour, un message de vie avec, de vivre ensemble, avec toutes nos différences, mais pour objectif de vivre ensemble. C'est pour moi la clé. J'ai des amis chasseurs, j'ai des amis un peu plus extrêmes, mais on peut vivre ensemble et on peut partager des choses. Et le truc, je crois, qui manque vraiment à l'être humain, c'est l'amour. Il est plus facile d'être dans la colère, la haine, la violence, que d'être dans l'amour. Ouvrir son cœur, et là, je parle pour moi, hein. Tout ce que je dis là depuis le départ, je le dis d'autant plus facilement que j'ai expérimenté tout ça et que je me sens très légitime pour pouvoir l'exprimer. L'amour, c'est pas un truc si facile. Ça commence par s'aimer soi et aimer les autres, mais vraiment un amour universel, pas se cataloguer à la différence de l'autre et enlever tous ces mots de salaud, connard qu'on peut avoir, que je peux encore dire effectivement, mais j'en suis vigilant. Et oui, on doit vraiment aller sur une voie d'amour universel. C'est la seule bouée de sauvetage de l'humanité. Sans ça, elle sombrera du côté obscur. Eh bien, Laurent, un grand merci pour cette conclusion cinématographique. J'ai passé un super moment et puis j'espère que vous aussi, que toutes ces informations nombreuses et riches vous ont nourri. Et à bientôt pour un prochain numéro d'Evolution Talk.